Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations géniales et méconnues. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire histoire de François Dubois, menuisier autodidacte des Vosges qui, en 1978, révolutionna le chauffage domestique grâce à une invention aussi simple qu'ingénieuse. Le lit géothermique artisanal. Quand il annonça à ses voisins qu'il allait construire son lit dans son sous-sol pour profiter de la chaleur naturelle de la terre, tout le village de Saint-Dié-des-Vosges éclata de rire. Mais quand l'hiver le plus rigoureux du siècle frappa la région et que sa cabane restait confortable tandis que ses voisins grelottaient, plus personne ne riait. Cette histoire vraie nous révèle comment l'observation de la nature et l'ingéniosité populaire peuvent triompher des solutions technologiques les plus coûteuses. François nous enseigne qu'il suffit parfois de regarder sous ses pieds pour trouver des solutions énergétiques révolutionnaires qui défient toutes les conventions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'innovation française. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vos encouragements nous motivent à continuer de partager ces histoires d'ingéniosité française. Préparez-vous à découvrir comment un homme simple a révolutionné le chauffage domestique avec les moyens du bord. Paragraphe 1. L'automne 1978 marqua un tournant dans la vie de François Dubois, menuisier de 53 ans, établi dans une modeste cabane en bois au cœur de la forêt vosgienne, près du petit village de Saint-Dié-des-Vosges. Cet homme trapu aux mains calleuses, passionné d'artisanat traditionnel et de vie en autonomie, venait de subir le choc pétrolier qui avait fait exploser les prix du fuel domestique. Sa facture de chauffage avait triplé en 2 ans, menaçant de ruiner ce célibataire aux revenus modestes qui avait choisi de vivre simplement dans les bois pour échapper aux contraintes de la société moderne. « Je refuse de me ruiner pour avoir chaud chez moi », déclarait-il à son voisin Marcel Bertrand lors d'une conversation devant l'unique café du village. Il doit bien y avoir un moyen de chauffer sans dépendre du pétrole des Arabes. Cette détermination farouche, mélange d'indépendance vosgienne et de bon sens paysan, allait le conduire à une découverte qui révolutionnerait sa façon de concevoir le chauffage domestique et qui inspirerait, des décennies plus tard, les pionniers de l'habitat écologique. François avait toujours été un observateur minutieux de la nature environnante. Durant ses longues promenades en forêt pour ramasser le bois de chauffage et les champignons, il avait remarqué un phénomène qui intriguait sa curiosité d'artisan inventif. Même lors des hivers les plus rigoureux, le sol de la forêt ne gelait jamais au-delà de quelques centimètres de profondeur. En creusant pour mes fondations il y a 15 ans, se souvenait-il, j'avais trouvé une terre presque tiède à 1 mètre sous la surface, même en plein janvier. Cette observation, qui aurait échappé à la plupart des gens, germait depuis des années dans l'esprit pratique de ce menuisier autodidacte. Il se rappelait également que les légumes conservés dans sa cave ne gelaient jamais, même quand le thermomètre extérieur descendait à 20 degrés. La terre, philosophait-il, c'est comme une énorme réserve de chaleur qui garde la même température toute l'année. Il suffit de savoir s'en servir. Cette intuition géniale allait le conduire vers une innovation révolutionnaire. L'idée lui vint brutalement lors d'une nuit particulièrement froide de novembre 1978, quand il se réveilla transi malgré son poêle à bois qui ronflait pourtant dans la pièce principale. « Si la terre conserve sa chaleur, se dit-il en grelottant sous ses couvertures, pourquoi ne pas aller dormir directement près de cette source de chaleur naturelle ?» Cette réflexion, apparemment simple mais géniale dans sa logique, allait transformer radicalement sa conception de l'habitat et du chauffage. Dès le lendemain matin, François commença ses calculs d'artisan expérimenté. Sa cabane de 40 mètres carrés possédait un petit sous-sol de 3 mètres sur 4, creusé à 50 mètres de profondeur, qu'il utilisait comme cave à légumes et réserve à outils. En mesurant la température de ce sous-sol avec un thermomètre de cuisine, il découvrit avec fascination qu'elle oscillait constamment autour de 12 degrés C, quelle que soit la saison. 12 degrés de différence avec l'extérieur par 20 degrés, calculait-il. C'est comme avoir un radiateur gratuit qui fonctionne tout l'hiver. L'enthousiasme de François pour cette découverte contrastait avec le scepticisme amusé de son entourage quand il commença à expliquer son projet.
Tu vas dormir dans ta cave comme un ours ?» se moquait gentiment Marcel Bertrand. « Et comment tu vas faire pour respirer sous terre? Tu deviendras fou d'enfermement avant la fin de l'hiver. » Ces objections, bien que bienveillantes, révélaient l'incompréhension générale face à cette idée révolutionnaire qui bousculait toutes les habitudes de construction et d'habitat. Marie Leclerc, la boulangère du village qui appréciait les excentricités de François, résumait l'opinion générale avec son franc-parler habituel. « François, mon pauvre, tu as trop lu tes livres sur les Esquimaux. Ça ne marche peut-être chez eux, mais ici dans les Vosges, on a des vraies maisons avec des vrais chauffages. » Ces moqueries affectueuses masquaient une réticence profonde face à une innovation qui remettait en question des siècles de traditions constructives européennes. Cependant, François possédait un atout majeur pour mener à bien son projet, ses compétences de menuisier expérimenté et sa connaissance intime des techniques artisanales traditionnelles. Il avait appris son métier avec son père, lui-même fils d'ébéniste, dans une tradition familiale de travail du bois qui remontait au XIXe siècle. Cette maîtrise technique, combinée à son esprit d'innovation, lui donnait la confiance nécessaire pour transformer son idée audacieuse en réalisation concrète. « Je vais leur prouver que l'intelligence vaut mieux que l'argent », se promettait-il en dessinant les premiers plans de son lit géothermique artisanal sur du papier kraft avec un crayon de menuisier. Ce projet, né de la nécessité économique et de l'observation intelligente de la nature, allait défier toutes les conventions du chauffage domestique et démontrer qu'un homme seul, avec ses seules compétences et sa créativité, pouvait révolutionner sa façon de vivre. L'hiver 1978-1979 s'annonçait comme l'un des plus rigoureux du siècle, avec des prévisions météorologiques particulièrement pessimistes pour la région est de la France. Cette perspective ne décourageait nullement François, bien au contraire. Elle représentait le test parfait pour valider son innovation. « Plus il fera froid », déclarait-il avec une confiance tranquille, « plus ma découverte sera spectaculaire. La nature me donne l'occasion de prouver que j'ai raison. » Paragraphe 2. Les travaux de transformation du sous-sol commencèrent début décembre 1978, dans des conditions particulièrement difficiles que François affronta avec la détermination d'un homme convaincu de la justesse de sa cause. Armé de ses outils de menuisier et d'une pioche héritée de son grand-père, il entreprit d'aménager sa cave de 12 mètres carrés en véritable chambre souterraine, projet qui nécessitait des modifications importantes pour créer un espace de vie confortable et sain à 50 mètres sous le niveau du sol. La première étape consistait à résoudre le problème crucial de l'aération, car François avait bien conscience qu'un sous-sol mal ventilé pourrait rapidement devenir une prison mortelle. Avec l'ingéniosité qui le caractérisait, il conçut un système de ventilation naturelle basé sur les principes de convection qu'il avait observés dans les vieilles maisons vosgiennes. L'air chaud monte, l'air froid descend, raisonnait-il. Il suffit de créer un courant d'air contrôlé pour renouveler l'atmosphère sans perdre la chaleur. Il perça donc 2 ouvertures dans les murs opposés de son sous-sol, une entrée d'air frais située au niveau du sol extérieur, équipée d'un conduit descendant jusqu'à proximité du plancher de la cave, et une sortie d'air vicié positionnée près du plafond souterrain, relié à un conduit ascendant qui débouchait à l'extérieur. Ce système, inspiré des cheminées d'aération des mines vosgiennes qu'il avait visitées dans sa jeunesse, assurait un renouvellement constant de l'air sans créer de courant d'air désagréable. « Regardez-moi ce bricolage !» s'exclamait Pierre Cotin, le plombier du village, en découvrant les travaux. « Tu ferais mieux d'acheter un vrai système de ventilation mécanique au lieu d'inventer des machins qui ne marcheront jamais. » Cette critique, typique du scepticisme professionnel face aux innovations amateurs, ne décourageait nullement François qui avait appris à faire confiance à son instinct et à ses observations empiriques plutôt qu'aux solutions toutes faites du commerce. L'étanchéité constituait le second défi majeur de l'aménagement. Le sous-sol, creusé dans l'argile vosgienne, présentait naturellement une certaine humidité qu'il fallait maîtriser pour créer un environnement habitable. François appliqua sur les murs une technique traditionnelle apprise de son grand-père. Un enduit à base de chaux, de sable local et de fibres végétales qui permettait aux murs de respirer
tout en régulant l'humidité ambiante. Cette solution artisanale contrastait avec les recommandations modernes d'étanchéité plastique. Mais François avait observé que les vieilles caves vosgiennes enduites à la chaux restaient saines pendant des siècles. Les anciens savaient construire, affirmait-il en malaxant son mortier traditionnel. Ils n'avaient pas nos plastiques modernes, mais leurs caves ne moisissaient jamais. Il faut faire confiance aux techniques qui ont fait leurs preuves pendant des générations. Le plancher posait également des problèmes spécifiques que François résolut avec une créativité remarquable. Au lieu de couler une dalle béton qu'il aurait isolée de la chaleur terrestre qu'il cherchait justement à capter, il opta pour un plancher surélevé en lame de chêne posé sur des lambourdes, laissant un vide d'air de 5 cm entre le bois et la terre battue. Cette solution permettait au sol de continuer à respirer tout en créant une surface de marche confortable et isolante. « Tu compliques tout !» observait Marcel Bertrand en découvrant ce plancher sophistiqué. Une bonne dalle béton avec du carrelage, c'est plus simple et plus propre. Mais François savait que cette simplicité apparente aurait détruit l'équilibre thermique qu'il cherchait à créer. Son plancher bois, plus complexe à réaliser, préservait la connexion subtile entre son habitat et la chaleur naturelle du sol. L'aménagement de l'éclairage révélait également l'ingéniosité pratique de François. Refusant d'installer un éclairage électrique coûteux dans ce sous-sol, il conçut un système de puits de lumière utilisant des miroirs récupérés et des tubes métalliques qui captèrent la lumière extérieure pour l'amener jusqu'à sa chambre souterraine. Ce dispositif, complété par quelques lampes à pétrole pour les soirées, créait une ambiance douce et chaleureuse qui transformait la cave en véritable cocon habitable. La construction du lit lui-même représentait le cœur de l'innovation. François dessina et réalisa un meuble unique, une structure en chêne massif, intégralement démontable, surélevée de 20 cm au-dessus du plancher, avec un sommier à lattes qu'il fabriqua entièrement à la main selon les techniques traditionnelles de l'ébénisterie vosgienne. Ce lit, conçu comme une pièce de mobilier d'exception, était destiné à devenir le symbole de sa révolution domestique. Les dimensions du lit avaient été calculées précisément pour optimiser le confort dans l'espace restreint du sous-sol. 150 cm de largeur pour permettre le repos d'une personne dans une position détendue, 200 cm de longueur pour accommoder sa taille d'1,68 m et surtout une hauteur étudiée pour créer la meilleure circulation d'air sous le couchage. Chaque détail compte, expliquait-il à quiconque voulait l'entendre. Ce lit n'est pas seulement un meuble, c'est un instrument de captage de chaleur naturelle. L'isolation du plafond nécessitait également une approche particulière. François installa une couche de laine de mouton locale, matériau qu'il put obtenir gratuitement auprès des éleveurs du village, entre les poutres du plancher supérieur. Cette isolation naturelle préservait la chaleur terrestre tout en permettant une régulation hygroscopique qui maintenait une atmosphère saine dans la chambre souterraine. Fin janvier 1979, après 6 semaines de travaux acharnés menés principalement le soir après ses journées de menuiserie, François achevait son aménagement révolutionnaire. Le sous-sol transformé présentait désormais l'aspect d'une véritable chambre troglodytique moderne. Murs enduits à la chaux, plancher de chêne, système de ventilation naturelle, éclairage indirect, et au centre, son lit artisanal qui attendait le test suprême de l'hiver vosgien. Paragraphe 3. Le premier test grandeur nature eut lieu dans la nuit du 2 février 1979, quand les températures extérieures chutèrent brutalement à 18 degrés, accompagnées d'un vent du nord qui transformait la forêt vosgienne en paysage polaire. François, qui avait minutieusement préparé cette expérience pendant des semaines, descendit dans son sous-sol aménagé avec l'excitation d'un inventeur sur le point de valider sa théorie révolutionnaire. Équipé de plusieurs thermomètres, d'un carnet de notes et d'un réveil matin pour effectuer des relevés réguliers, il s'apprêtait à vivre une nuit historique. Dès 22 heures, les premiers relevés confirmaient ses calculs théoriques avec une précision qui le remplissait de satisfaction. Tandis que le thermomètre extérieur affichait 18 degrés et que l'intérieur de sa cabane, malgré le poêle à bois, ne dépassait pas 8 degrés dans la chambre non chauffée, son sous-sol maintenait une température constante de 12 degrés. 30 degrés d'écart avec l'extérieur sans dépenser 1 centime de chauffage.
notait-il triomphalement dans son carnet. La Terre me donne raison. L'installation dans son lit souterrain révéla immédiatement des sensations inattendues qui dépassaient ses espérances les plus optimistes. Contrairement à ce qu'il craignait, l'atmosphère n'était nullement oppressante, mais au contraire apaisante et enveloppante. La température régulière, l'absence de courant d'air et surtout cette chaleur douce qui semblait émaner du sol lui-même créaient une sensation de cocon protecteur qu'il n'avait jamais éprouvée dans son lit traditionnel. « C'est extraordinaire !» griffonnait-il dans son carnet à minuit. Non seulement il fait chaud, mais c'est une chaleur différente, plus profonde, plus stable. Pas de variation comme avec le poêle qui chauffe puis refroidit. Ici, c'est la régularité parfaite. Cette découverte de la qualité particulière de la chaleur géothermique constituait un bonus inattendu de son innovation qui dépassait largement la simple économie de chauffage qu'il recherchait initialement. Le système de ventilation naturelle qu'il avait conçu fonctionnait parfaitement, créant un renouvellement d'air imperceptible mais constant qui maintenait une atmosphère fraîche sans provoquer de refroidissement. L'air vicié s'évacuait naturellement par le conduit supérieur tandis que l'air frais entrait par le conduit inférieur, créant une circulation douce qui renouvelait l'atmosphère sans créer de courant d'air désagréable. Vers 3 heures du matin, François effectua une expérience qui allait marquer définitivement sa conviction. Il remonta dans sa cabane pour comparer les sensations. Le contraste fut saisissant. Malgré le poêle qui continuait à chauffer, la chambre traditionnelle lui parut glaciale, avec des variations de température selon les zones, des courants d'air, et cette impression d'inconfort qu'il n'avait jamais vraiment analysée auparavant. C'est comme passer d'une grotte chaude à un réfrigérateur, nota-t-il. Je comprends maintenant pourquoi j'avais toujours froid l'hiver. De retour dans son lit souterrain, François s'endormit d'un sommeil profond et réparateur qu'il n'avait plus connu depuis des années. La stabilité thermique, l'absence de variation de température et cette sensation d'être protégé par la Terre elle-même créaient des conditions de repos optimales. Il se réveilla naturellement vers 7 heures, reposé et en pleine forme, avec l'impression d'avoir découvert un secret de la nature que l'humanité avait oublié. Les relevés matinaux confirmèrent la stabilité remarquable de son système. 12 degrés constants dans le sous-sol, tandis que la température extérieure était montée à 15 degrés Celsius et que sa cabane oscillait entre 5 degrés Celsius et 12 degrés Celsius, selon la proximité du poêle. « Ma chambre souterraine est plus stable qu'un incubateur », calculait-il avec fierté. Cette régularité thermique représentait un avantage considérable non seulement pour le confort, mais aussi pour la santé. Évitant les chocs thermiques nocifs du chauffage traditionnel, l'expérience fut si concluante que François décida de prolonger l'essai et de passer toute la semaine dans son lit souterrain. Cette décision lui permit de découvrir progressivement tous les avantages de son innovation. Sommeil amélioré, absence de rhume malgré l'hiver rigoureux, économie drastique de chauffage, et surtout cette sensation de confort constant qu'il n'avait jamais éprouvée dans un habitat traditionnel. Au bout d'une semaine, les résultats dépassaient toutes ses espérances. Tandis que ses voisins se plaignaient du froid, malgré leur chauffage poussé au maximum, François vivait dans un confort douillet sans dépenser 1 centime d'énergie. Sa consommation de bois de chauffage avait chuté de 80%, puisqu'il n'utilisait plus son poêle que pour chauffer la pièce principale durant la journée, abandonnant complètement le chauffage nocturne traditionnel. « C'est de la magie, ouac !» s'exclamait-il en calculant ses économies. Paragraphe 4. Le succès de cette première semaine d'expérimentation encouragea François à perfectionner son système et à l'optimiser pour un usage à long terme. Observateur méticuleux, il avait noté quelques points d'amélioration possibles qui pourraient rendre son installation encore plus confortable et efficace. Cette approche d'amélioration continue, caractéristique des vrais inventeurs, allait transformer son prototype artisanal en véritable système de chauffage révolutionnaire dont l'efficacité dépasserait bientôt toutes les solutions conventionnelles disponibles sur le marché. La première amélioration concernait l'optimisation du transfert de chaleur entre le sol et l'atmosphère de sa chambre souterraine. François remarqua que certaines zones de son sous-sol
étaient légèrement plus chaudes que d'autres, révélant des différences dans la conductivité thermique du terrain. Avec l'instinct du bricoleur génial, il conçut un système de collecteur de chaleur, des tubes métalliques récupérés chez un ferrailleur, qu'il enterra horizontalement dans le sol de sa cave à différentes profondeurs pour capter et redistribuer la chaleur terrestre de manière plus homogène. Ce réseau de tubes, invisible mais efficace, créait une sorte de chauffage par le sol naturel qui diffusait uniformément la chaleur géothermique dans tout l'espace de sa chambre. C'est comme des veines qui transportent la chaleur de la Terre vers mon lit, expliquait-il fièrement à Marcel Bertrand, qui commençait à prendre son projet au sérieux en voyant les résultats concrets. Cette innovation dans l'innovation démontrait la capacité d'adaptation et d'amélioration continue qui caractérise les vrais inventeurs. La deuxième amélioration portait sur l'optimisation de l'éclairage naturel. François développa son système de puits de lumière en ajoutant des réflecteurs mobiles qui suivaient la course du soleil et maximisaient l'apport lumineux dans sa chambre souterraine. Ces dispositifs artisanaux, fabriqués avec des miroirs de récupération et des mécanismes d'horlogerie démontés, transformaient son sous-sol en espace lumineux et accueillant même par les journées d'hiver les plus sombres. L'éclairage naturel ainsi optimisé créait une ambiance chaleureuse qui chassait complètement l'impression de confinement que redoutaient ses détracteurs. On se croirait dans une serre souterraine, observait Marie Leclerc lors de sa première visite dans la chambre aménagée. C'est bien plus agréable que je ne l'imaginais. Cette conversion progressive de ses voisins sceptiques témoignait de l'efficacité pratique de ces innovations et de leur acceptation croissante par la communauté locale. François développa également un système de stockage de chaleur qui amplifiait encore l'efficacité de son installation. En disposant stratégiquement dans sa chambre des masses thermiques, grosses pierres vosgiennes, bidons d'eau, briques réfractaires récupérées, il créait des accumulateurs de chaleur qui régulaient encore mieux la température et créaient une inertie thermique remarquable. Ces masses thermiques se chargeaient lentement de la chaleur terrestre pendant la journée et la restituèrent progressivement, lissant les moindres variations et créant un confort thermique d'une stabilité parfaite. La troisième série d'améliorations concernait l'ergonomie et le confort de vie dans cet espace souterrain. François aménagea des rangements intégrés dans les murs, créa un petit coin lecture avec un éclairage spécialisé et installa même un système d'évacuation discret qui lui évitait de remonter à la surface durant la nuit. Ces aménagements transformaient progressivement sa cave en véritable appartement souterrain autonome et confortable. L'installation d'un petit lavabo alimenté par un réservoir d'eau et équipé d'une évacuation artisanale complétait cette autonomisation de l'espace. François avait conçu un système de récupération d'eau de pluie qui alimentait son réservoir et un système d'épuration naturelle par filtration sur sable qui traitait les eaux usées. Cette approche écologique intégrale faisait de sa chambre souterraine un modèle d'habitat durable avant que le concept ne devienne à la mode. Les performances énergétiques de l'installation perfectionnée dépassaient toutes les espérances initiales. En février 1979, alors que la région subissait l'un des hivers les plus rigoureux du siècle avec des températures descendant jusqu'à 25 degrés, François maintenait un confort thermique constant de 14 degrés dans sa chambre souterraine, soit une différence de près de 40 degrés C avec l'extérieur, sans consommer la moindre énergie fossile ou électrique. Cette performance énergétique révolutionnaire commençait à attirer l'attention au-delà du seul village de Saint-Dié-des-Vosges. Pierre Cotin, le plombier initialement sceptique, amenait désormais ses clients les plus curieux pour leur montrer cette installation unique. François a inventé le chauffage gratuit, reconnaissait-il avec admiration. Ses factures d'énergie ont été divisées par 6, et il vit mieux que nous tous avec nos chauffages modernes. Le confort exceptionnel de cette chambre géothermique se révélait également dans la qualité du sommeil qu'elle procurait. François dormait désormais d'un sommeil profond et réparateur, sans les réveils nocturnes causés par les variations de température des chauffages traditionnels. Cette régularité thermique parfaite créait des conditions de repos optimales qui amélioraient sa forme physique et son bien-être général. L'humidité, crainte majeure des sceptiques,
était parfaitement maîtrisé par le système de ventilation naturel et l'enduit à la chaux qui régulait automatiquement l'hygrométrie. Loin d'être un problème, l'atmosphère de la chambre souterraine s'avérait plus saine que celle des habitations traditionnelles, avec un taux d'humidité naturellement équilibré qui prévenait aussi bien la sécheresse excessive que l'humidité néfaste. Cette série d'améliorations transformait progressivement l'expérimentation artisanale de François en véritable système habitable à long terme. Sa chambre souterraine devenait un modèle d'innovation énergétique qui anticipait de plusieurs décennies les préoccupations écologiques modernes et démontrait qu'un homme seul, avec ses seules compétences et sa créativité, pouvait révolutionner complètement sa façon de vivre et de consommer l'énergie. Paragraphe 5. L'épreuve du feu survint en mars 1979, quand une vague de froid exceptionnelle frappa l'est de la France avec des températures qui descendirent jusqu'à 28 degrés C dans les Vosges, record absolu depuis le début du siècle. Cette situation météorologique extrême créait des conditions de test parfaites pour l'installation de François, qui allait démontrer de manière spectaculaire la supériorité de son système géothermique artisanal sur tous les chauffages conventionnels de la région. Tandis que ses voisins voyaient exploser leurs factures énergétiques et peinaient à maintenir un confort minimal dans leurs habitations, François vivait dans son cocon souterrain un confort thermique inchangé et économiquement gratuit. Les relevés de température durant cette période historique révélaient l'efficacité extraordinaire de son innovation. Alors que le thermomètre extérieur affichait 28 degrés et que l'intérieur de sa cabane non chauffée descendait à 2 degrés, sa chambre souterraine maintenait imperturbablement ses 14 degrés C habituels, soit un écart de 42 degrés C avec l'extérieur sans la moindre dépense énergétique. 42 degrés de différence gratuite, notait-il triomphalement dans son carnet de mesures. Aucun chauffage conventionnel ne peut rivaliser avec la Terre elle-même. Cette performance exceptionnelle contrastait dramatiquement avec la situation de ses voisins qui subissaient de plein fouet cette vague de froid historique. Marcel Bertrand, malgré son chauffage au fioul poussé au maximum et une consommation énergétique doublée, ne parvenait pas à maintenir plus de 16 degrés dans sa maison, avec des factures qui atteignaient des sommets vertigineux. François a trouvé la solution miracle, admettait-il avec envie. Pendant que nous nous ruinons en chauffage, lui vit comme un coq en pâte sans dépenser un sou. Marie Leclerc, la boulangère, témoignait également de l'efficacité du système. « J'ai rendu visite à François pendant cette vague de froid et j'ai été stupéfaite. Dans sa chambre souterraine, on se serait cru au printemps. Moi qui grelottais malgré mes radiateurs électriques à fond, je n'en revenais pas de ce confort. C'est de la magie pure. » Ces témoignages spontanés validaient publiquement l'innovation de François et transformaient progressivement l'opinion locale. L'aspect le plus remarquable de cette période de test extrême fut la découverte que le système de François ne se contentait pas de maintenir une température constante, mais qu'il s'améliorait même avec l'intensité du froid extérieur. Plus l'écart entre l'air extérieur et la température du sol s'accentuait, plus l'avantage thermique de sa chambre souterraine devenait spectaculaire. Cette caractéristique contre-intuitive révélait la supériorité fondamentale de la géothermie sur tous les autres systèmes de chauffage. François documenta méticuleusement cette période exceptionnelle, relevant les températures toutes les 3 heures, jour et nuit, pour constituer un dossier scientifique irréfutable de l'efficacité de son système. Ces données, consignées dans des carnets qu'il conserverait toute sa vie, montraient une stabilité thermique parfaite qui défait toutes les lois connues du chauffage domestique. « Je dors dans un thermostat naturel », écrivait-il. « La nature fait mieux que toutes nos machines. » La qualité de vie durant cette période critique dépassait tout ce que François avait espéré. Non seulement il ne souffrait pas du froid, mais il découvrait que l'atmosphère de sa chambre géothermique créait des conditions de bien-être exceptionnelles. L'humidité naturellement régulée, l'absence de variations thermiques, et cette sensation d'être protégé par la Terre elle-même générait un confort physique et psychologique qu'il n'avait jamais connu dans un habitat traditionnel. Le contraste avec l'extérieur était si saisissant que François prit l'habitude de recevoir ses voisins dans sa chambre souterraine
pour leur faire découvrir cette oasis de chaleur au cœur de l'hiver vosgien. Ces visites improvisées transformaient sa cave en lieu de rassemblement social où les habitants du village venaient se réchauffer et découvrir cette innovation locale qui révolutionnait leur compréhension du chauffage domestique. Pierre Cottin, le plombier, fut l'un des visiteurs les plus assidus et les plus impressionnés. « François, lui déclara-t-il solennellement, tu as inventé quelque chose de révolutionnaire. Moi qui installe des chauffages depuis 20 ans, je n'ai jamais vu un système aussi efficace. Tu devrais breveter ton invention. » Cette reconnaissance professionnelle validait définitivement l'innovation aux yeux de la communauté locale et encourageait François à envisager une diffusion plus large de sa découverte. L'impact économique de cette période de test était également spectaculaire. Tandis que ses voisins voyaient leurs factures énergétiques tripler ou quadrupler à cause de cette vague de froid exceptionnelle, François maintenait une consommation énergétique proche de zéro pour le chauffage, n'utilisant son poêle à bois que quelques heures par jour pour chauffer sa pièce de vie principale. Cette économie drastique représentait plusieurs milliers de francs d'épargne sur une seule saison de chauffage. Cette démonstration grandeur nature de l'efficacité de son système géothermique artisanal transformait définitivement François de bricoleur original en véritable innovateur reconnu. Son installation, née d'une nécessité économique personnelle, révélait un potentiel révolutionnaire qui pouvait transformer l'approche énergétique de l'habitat individuel. La terre offrait gratuitement ce que l'industrie énergétique vendait à prix d'or, il suffisait de savoir s'en servir intelligemment. Cette période historique marquait également un tournant dans la perception collective de l'innovation énergétique. François démontrait qu'un homme seul, avec ses seules compétences artisanales et sa créativité, pouvait développer des solutions plus efficaces et plus économiques que les systèmes industriels les plus sophistiqués. Cette leçon d'autonomie et d'innovation populaire inspirait ses contemporains et anticipait les mouvements écologiques futurs qui prôneraient le retour aux solutions naturelles et durables. Paragraphe 6. La réputation de François et de son système géothermique artisanal dépassa rapidement les limites du village de Saint-Dié-des-Vosges pour se répandre dans toute la région vosgienne, puis au-delà, grâce aux bouche à oreille et aux témoignages enthousiastes des visiteurs. Cette diffusion spontanée de l'information révélait l'intérêt croissant des particuliers pour des solutions énergétiques alternatives, dans un contexte de crise pétrolière qui rendait les chauffages traditionnels de plus en plus coûteux. François se retrouvait involontairement au centre d'un mouvement d'innovation populaire qui allait transformer sa vie de menuisier solitaire en celle d'un consultant en énergie alternative très sollicité. Le premier journaliste à s'intéresser à son histoire fut Jean-Claude Martinet, correspondant local de l'Est républicain, qui publia en avril 1979 un article intitulé « Le menuisier qui dort, au chaud, pour 0 francs ». Cet article, illustré de photos de François dans sa chambre souterraine entourée de ses thermomètres, déclencha un véritable engouement régional pour cette innovation locale. En ces temps de crise énergétique, écrivait Martinet, un Vosgien ingénieux prouve qu'on peut se chauffer gratuitement en utilisant l'intelligence plutôt que le pétrole. L'article de l'Est républicain fut repris par d'autres journaux régionaux, puis nationaux, transformant François en personnage médiatique malgré lui. France Inter lui consacra un reportage dans son émission « Les Français sont formidables ». TF1 envoya une équipe de tournage pour son journal télévisé. Et même Paris Match publia un dossier sur « L'ermite des Vosges qui a vaincu le froid ». Cette médiatisation nationale propulsa François et son innovation au rang de phénomène de société, symbole de l'ingéniosité française face à la crise énergétique. Cependant, cette notoriété médiatique s'accompagnait d'un afflux de visiteurs qui perturbait la tranquillité de François et transformait sa modeste cabane en lieu de pèlerinage pour les curieux de solutions énergétiques alternatives. Les week-ends voyaient déferler des cars entiers d'admirateurs venus de toute la France pour découvrir cette installation révolutionnaire et rencontrer l'homme qui avait vaincu l'hiver. Cette popularité inattendue flattait François, mais compliquait considérablement sa vie quotidienne de menuisier indépendant. « Je ne pensais pas que mon petit bricolage intéresserait tant de monde », confiait-il à Marcel Bertrand en voyant la file de visiteurs
qui s'étendait jusqu'à la route départementale. Au début, c'était amusant, mais maintenant j'ai l'impression d'être un animal de foire. Les gens viennent voir le sauvage qui dort dans sa cave, comme s'il s'agissait d'un spectacle. Cette célébrité importune révélait les inconvénients de l'innovation populaire dans une société médiatique en quête de sensationnel. Parmi les visiteurs, François distinguait cependant les vrais passionnés d'énergie alternative des simples curieux en mal de sensations. Certains ingénieurs, architectes et techniciens venaient étudier sérieusement son système pour comprendre ses principes et envisager des applications à plus grande échelle. Ces rencontres professionnelles enrichissaient François et lui permettaient de perfectionner encore son installation grâce aux suggestions techniques de spécialistes qualifiés. L'un de ces visiteurs professionnels marqua particulièrement François. Dr Michel Leblanc, ingénieur en énergie renouvelable au CNRS, qui vint étudier son installation avec un équipement de mesure sophistiqué. Monsieur Dubois, lui déclara le chercheur après 3 jours d'analyse, vous avez redécouvert empiriquement des principes que nous étudions en laboratoire. Votre système artisanal atteint des performances énergétiques que nos prototypes industriels peinent à égaler. C'est remarquable. Cette validation scientifique officielle transformait définitivement l'innovation de François de simple bricolage ingénieux en véritable découverte énergétique digne d'intérêt académique. Dr Leblanc proposa même à François de présenter son système lors d'un colloque international sur les énergies renouvelables prévu à Paris. Votre approche artisanale et intuitive, expliquait le chercheur, complète parfaitement nos recherches théoriques. Vous démontrez que l'innovation peut venir de partout, pas seulement des laboratoires. François accepta cette invitation avec un mélange de fierté et d'appréhension. Lui qui n'avait jamais quitté sa région natale se retrouvait invité à Paris pour expliquer son innovation devant un parterre de scientifiques internationaux. Cette reconnaissance académique couronnait son parcours d'inventeur autodidacte et validait définitivement ses intuitions sur la géothermie artisanale tout en l'intimidant par l'ampleur des responsabilités qu'elle impliquait. La préparation de cette présentation parisienne obligea François à formaliser et structurer des connaissances qu'il avait acquises de manière empirique et intuitive. Aidé par Dr Leblanc, il rédigea ses premières notes techniques détaillées, créa des schémas précis de son installation et rassembla toutes ces données de mesure pour constituer un dossier scientifique complet. Cette démarche de formalisation transformait l'artisan en véritable chercheur appliqué. L'intervention de François au colloque parisien d'octobre 1979, intitulé « Géothermie artisanale, retour d'expérience d'une installation domestique innovante », fut un triomphe inattendu. Sa présentation simple et directe, émaillée d'anecdotes concrètes et de résultats chiffrés irréfutables, captiva un auditoire habitué aux exposés théoriques complexes. « Messieurs les scientifiques », déclara-t-il en conclusion. J'ai simplement écouté ce que la Terre avait à me dire. Elle m'a appris qu'elle était chaude et généreuse. Il suffisait de savoir l'écouter. Cette reconnaissance scientifique ouvrait de nouveaux horizons à François, qui recevait désormais des propositions de collaboration avec des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables. Cependant, fidèle à son tempérament indépendant, il refusait systématiquement les offres commerciales qui auraient dénaturé son approche artisanale et authentique. « Mon invention appartient à tout le monde », affirmait-il. « Je ne veux pas que l'argent gâche ce que j'ai découvert pour le bonheur de tous. » Cette philosophie de partage gratuit du savoir technique illustrait parfaitement l'esprit de François, qui considérait son innovation comme un bien commun de l'humanité, plutôt que comme une propriété intellectuelle à exploiter commercialement. Cette générosité désintéressée inspirait ses contemporains et anticipait les mouvements de libre partage des connaissances qui caractériseraient l'ère numérique ultérieure. Paragraphe 7. L'impact de l'innovation de François dépassa largement le cadre individuel pour inspirer un mouvement collectif d'expérimentation énergétique alternative dans toute la France rurale. Des dizaines de bricoleurs, d'artisans et de particuliers soucieux d'économies énergétiques entreprirent de reproduire ou d'adapter son système géothermique artisanal à leurs propres conditions locales. Cette diffusion spontanée de l'innovation révélait l'appétit populaire pour des solutions énergétiques autonomes et économiques,
dans un contexte de crise pétrolière qui poussait les Français à rechercher des alternatives aux énergies fossiles importées. Le premier imitateur fut Marcel Bertrand lui-même, qui entreprit dès l'été 1979 d'aménager sa propre cave selon les principes découverts par son voisin. Aidé par François qui partageait généreusement ses connaissances, Marcel adapta le système aux spécificités de sa maison bourgeoise du centre-ville de Saint-Dié. Son installation, moins rustique que l'original mais basée sur les mêmes principes thermodynamiques, atteignit des performances remarquables qui validaient l'universalité de la découverte de François. François avait raison depuis le début, reconnut Marcel avec enthousiasme après son premier hiver géothermique. J'ai divisé ma facture de chauffage par 4 et je dors mieux que jamais. Cette cave que j'utilisais seulement pour stocker mes bouteilles est devenue la pièce la plus confortable de ma maison. Cette conversion du plus grand sceptique initial transformait l'expérimentation locale en mouvement communautaire d'adoption de l'innovation. Marie Leclerc, la boulangère, développa une variante particulièrement créative en aménageant une chambre géothermique dans l'arrière-boutique de sa boulangerie. Cette installation lui permettait non seulement d'économiser son chauffage personnel, mais aussi de créer un espace de repos optimal pour les levées de pâtes, la température constante de 14 degrés s'avérant idéale pour la fermentation contrôlée. « François m'a donné une double solution », expliquait-elle fièrement. Économise à la maison et amélioration professionnelle à la boulangerie. Cette adaptation professionnelle de l'innovation ouvrait des perspectives d'application industrielle que François n'avait pas envisagées initialement. Plusieurs agriculteurs de la région contactèrent François pour étudier l'adaptation de son système au stockage de légumes, à l'élevage de certains animaux ou à la maturation de fromage. Ces applications agricoles révélaient le potentiel économique considérable de la géothermie artisanale au-delà du simple chauffage domestique. Pierre Cotin, le plombier converti, développa même une activité de conseil et d'installation de systèmes géothermiques artisanaux inspirés des découvertes de François. Cette spécialisation professionnelle nouvelle lui permit de répondre à une demande croissante de particuliers soucieux de réduire leurs factures énergétiques. François a créé un nouveau métier, observait-il avec reconnaissance. Installateur en géothermie artisanale. Ça n'existait pas avant lui. Et la diffusion de l'innovation ne se limitait pas à la région vosgienne, mais gagnait d'autres départements français où des adaptations locales voyaient le jour. En Bretagne, des agriculteurs adaptaient le principe aux spécificités de leur sol granitique. Dans le Massif central, des éleveurs l'utilisaient pour chauffer leurs étables. En Provence, des viticulteurs l'expérimentaient pour la régulation thermique de leurs caves. Cette diversité d'applications révélait l'universalité des principes découverts par François. Cependant, cette démocratisation de l'innovation s'accompagnait parfois d'erreurs et d'échecs dus à une mauvaise compréhension des principes fondamentaux. Certains imitateurs, pressés d'obtenir des résultats, négligeaient les aspects cruciaux comme la ventilation ou l'étanchéité, créant des installations défaillantes qui nuisaient à la réputation de la méthode. François se sentait moralement responsable de ses échecs et entreprit de formaliser ses connaissances pour éviter les erreurs d'application. Cette responsabilité morale le conduisit à rédiger, avec l'aide de Dr Leblanc, un manuel pratique de géothermie artisanale qui détaillait précisément tous les aspects techniques de son innovation. Ce guide, publié à compte d'auteur et distribué gratuitement, devenait la référence technique pour tous ceux qui souhaitaient reproduire le système. Si les gens veulent comme copier mon invention, expliquait à François, autant qu'ils le fassent correctement. Le manuel de François connut un succès considérable, diffusé par le bouche à oreille et reproduit artisanalement dans toute la France. Cette diffusion gratuite du savoir technique illustrait parfaitement la philosophie de partage qui animait François et contribuait à la démocratisation de solutions énergétiques alternatives, accessibles à tous. Le document devenait rapidement la Bible des autoconstructeurs en géothermie artisanale. L'impact social de ce mouvement d'innovation populaire dépassait largement les seuls aspects techniques pour révéler une aspiration collective à l'autonomie énergétique et à la créativité individuelle. Les imitateurs de François découvraient non seulement des économies substantielles, mais aussi
le plaisir de créer, d'expérimenter et de maîtriser leur environnement domestique. Cette dimension psychologique de l'innovation expliquait en partie son succès populaire. Cette effervescence créative autour de la géothermie artisanale attirait l'attention des médias spécialisés et des professionnels de l'énergie. Des revues techniques publièrent des dossiers sur ce phénomène François Dubois. Des fabricants d'équipements énergétiques étudiaient ces principes pour développer des produits industriels. Et des instituts de recherche lancèrent des programmes d'études de la géothermie de surface inspirés par ces découvertes empiriques. Cependant, François restait fidèle à son approche artisanale et refusait systématiquement les propositions de commercialisation industrielle de son innovation. « Dès qu'on met l'industrie là-dedans, expliquait-il, ça devient cher et compliqué. Mon système marche justement parce qu'il est simple et que chacun peut le construire lui-même avec les moyens du bord. » Cette philosophie de l'innovation populaire et accessible contrastait avec les logiques commerciales traditionnelles, mais garantissait la diffusion démocratique de sa découverte. Paragraphe 8. L'évolution de François de Simple, menuisier inventif en référence nationale de la géothermie artisanale, modifia profondément sa vie quotidienne et ses perspectives d'avenir, sans altérer pour autant son tempérament indépendant et sa philosophie du partage gratuit des connaissances. Cette notoriété inattendue lui apportait de nombreuses satisfactions intellectuelles et humaines, mais aussi des responsabilités nouvelles qu'il assumait avec la conscience de servir une cause qui le dépassait largement, la démocratisation de solutions énergétiques alternatives accessibles à tous, indépendamment des moyens financiers ou du niveau de formation technique. La transformation la plus visible concernait son activité professionnelle. François abandonna progressivement son métier traditionnel de menuisier pour se consacrer entièrement au conseil et à la formation en géothermie artisanale. Cette reconversion professionnelle s'imposait naturellement face à la demande croissante de particuliers, d'artisans et même d'organismes officiels qui sollicitèrent son expertise pour développer des projets énergétiques alternatifs. « Je n'aurais jamais imaginé que mes bricolages d'hiver deviendraient mon gagne-pain », observait-il avec amusement. Cette nouvelle activité de consultant lui permettait de voyager dans toute la France pour étudier les conditions locales, adapter son système aux spécificités régionales et former des artisans locaux aux techniques de géothermie de surface. Chaque région révélait des particularités géologiques et climatiques qui enrichissaient sa compréhension des phénomènes thermiques souterrains et l'amenaient à développer de nouvelles variantes de son installation originale. En Alsace, François découvrit que les sols argileux conservaient particulièrement bien la chaleur et permettaient d'atteindre des performances encore supérieures à celles de ses Vosges natales. Ici, expliquait-il aux agriculteurs alsaciens venus l'écouter, votre terre garde la chaleur comme une couverture. C'est encore plus facile qu'ailleurs. Ces adaptations régionales enrichissaient constamment ses connaissances et affinaient ses recommandations techniques. Dans le sud de la France, il adapta son système aux problématiques de rafraîchissement estival, découvrant que la terre pouvait aussi bien protéger de la chaleur excessive que du froid hivernal. Cette polyvalence saisonnière de la géothermie artisanale ouvrait de nouveaux horizons d'application et élargissait considérablement le public potentiellement intéressé par ces innovations. La Terre est un climatiseur naturel, résumait-il. Chaude en hiver, fraîche en été, gratuite toute l'année. François développa également une activité d'enseignement qui le conduisit à intervenir dans des écoles d'ingénieurs, des centres de formation professionnelle et même des universités. Ces interventions pédagogiques lui permettaient de transmettre non seulement ses connaissances techniques, mais aussi sa philosophie de l'innovation populaire et de la créativité artisanale. L'intelligence technique ne s'apprend pas seulement dans les livres, expliquait-il à ses auditoires. Elle se développe en observant, en expérimentant, en écoutant la nature. Cette dimension pédagogique de son activité révélait un François insoupçonné, orateur naturel et pédagogue instinctif, capable de vulgariser les concepts les plus complexes et d'inspirer ses auditeurs par sa passion communicative. Ses conférences, émaillées d'anecdotes concrètes et de démonstrations pratiques, captivaient des publics très divers et contribuaient à diffuser l'esprit d'innovation populaire qu'il incarnait
L'impact de son travail de diffusion dépassait largement le seul domaine technique pour influencer les mentalités et les comportements énergétiques. François contribuait à développer une conscience écologique avant-gardiste qui anticipait les préoccupations environnementales actuelles. « Arrêtons de gaspiller l'énergie que la Terre nous offre gratuitement », martelait-il. « Le pétrole s'épuisera, mais la chaleur de la Terre est éternelle. » Cette vision prophétique de la crise énergétique future et de la nécessité de développer des alternatives durables positionnait François en précurseur des mouvements écologiques contemporains. Ces innovations techniques s'accompagnaient d'une philosophie de vie respectueuse de l'environnement qui inspirait ses contemporains et anticipait les évolutions sociétales ultérieures vers plus de sobriété et de durabilité. François établit également des partenariats avec des associations d'autoconstruction et des mouvements coopératifs qui partageaient sa philosophie du faire soi-même et de l'entraide technique. Ces collaborations lui permettaient de démultiplier l'impact de ses innovations en formant des relais locaux capables de conseiller et d'accompagner les particuliers dans leurs projets de géothermie artisanale. L'évolution de sa situation financière illustrait paradoxalement sa réussite et ses limites. Bien que sa notoriété lui permît de vivre confortablement de son activité de conseil, François refusait systématiquement les propositions lucratives qui auraient compromis son indépendance ou dénaturé sa philosophie du partage gratuit. « L'argent ne doit pas corrompre l'innovation », affirmait-il. « Ma récompense, c'est de voir des gens se chauffer gratuitement grâce à mes découvertes. » Cette intégrité morale, rare dans le monde commercial, renforçait sa crédibilité et sa légitimité auprès de ses suiveurs. François incarnait un modèle d'innovateur désintéressé qui privilégiait l'utilité sociale de ses découvertes sur leur rentabilité personnelle. Cette attitude lui valait un respect universel qui transcendait les clivages sociaux et politiques. Cependant, cette philosophie du partage gratuit créait parfois des tensions avec des entreprises qui cherchaient à commercialiser des variantes industrielles de ces innovations. François se battait constamment pour maintenir dans le domaine public les principes fondamentaux qu'il avait découverts, refusant que des brevets restrictifs limitent l'accès populaire à ces techniques énergétiques alternatives. Cette vigilance contre l'appropriation commerciale de ces découvertes révélait la dimension politique de son action. Défendre l'accès démocratique aux solutions énergétiques alternatives face aux tentatives de monopolisation industrielle. François se posait en gardien de l'innovation populaire contre les logiques de profit qui pourraient la dénaturer ou la confisquer au détriment du bien commun. Paragraphe 9. Les années 1980 marquèrent l'apogée de l'influence de François Dubois et la reconnaissance officielle de sa contribution à l'innovation énergétique française. Son approche artisanale de la géothermie de surface était désormais étudiée dans les instituts de recherche, enseignée dans les écoles techniques et appliquée dans des centaines d'installations à travers la France et même l'Europe. Cette institutionnalisation progressive de ces découvertes témoignait de leur validité scientifique et de leur potentiel de développement à grande échelle, tout en posant de nouveaux défis pour préserver l'esprit d'innovation populaire qui les avait fait naître. La consécration officielle vint en 1983 avec l'attribution à François du prix de l'innovation énergétique décerné par le ministère de l'Industrie, reconnaissance qui couronnait 5 années de développement et de diffusion de ces techniques géothermiques artisanales. Cette distinction nationale, remise en présence du ministre Pierre Dreyfus, plaçait définitivement François au rang des innovateurs français reconnus et validait publiquement l'importance de sa contribution au développement des énergies alternatives. Monsieur Dubois, déclara solennellement le ministre lors de la cérémonie, « Votre innovation illustre parfaitement le génie français. Allier l'intelligence pratique à l'observation de la nature pour créer des solutions simples et efficaces. Votre découverte contribue à l'indépendance énergétique de notre pays et montre que l'innovation peut venir de partout, pas seulement des laboratoires officiels. Cette reconnaissance gouvernementale transformait l'ancien menuisier vosgien en symbole national de la créativité populaire française. Cependant, cette consécration officielle s'accompagnait d'une institutionnalisation qui inquiétait François. Des entreprises spécialisées commercialisaient désormais des kits géothermiques François Dubois,
Des organismes de formation développaient des cursus certifiants en géothermie artisanale et même des promoteurs immobiliers utilisaient l'argument « système Dubois » pour vendre leurs constructions. Cette récupération commerciale de son nom et de ses innovations le troublait profondément. « Je vois mon invention se transformer en business », confiait-il avec amertume à Marcel Bertrand. « Des gens gagnent de l'argent avec mes découvertes pendant que moi, je continue à les partager gratuitement. Je ne regrette pas ma philosophie, mais ça me fait bizarre de voir que certains s'enrichissent avec mon travail. » Cette commercialisation de ces innovations révélait les tensions entre innovation populaire et exploitation commerciale qui caractérisent souvent la diffusion des découvertes techniques. Pour contrer cette appropriation commerciale abusive, François développa un système de labellisation gratuite des installations authentiquement Dubois, qui respectait scrupuleusement ses principes techniques et sa philosophie du partage. Cette démarche qualité lui permettait de distinguer les applications fidèles à son esprit des dérivés commerciaux qui dénaturaient son approche artisanale. L'impact international de ces innovations commençait également à se manifester. Des délégations techniques venues d'Allemagne, de Suisse, de Belgique et même du Canada visitaient François pour étudier ses méthodes et les adapter à leurs conditions nationales. Cette reconnaissance européenne et nord-américaine témoignait de l'universalité des principes qu'il avait découverts et de leur potentiel d'application dans des contextes géographiques et climatiques très divers. Particulièrement marquante fut la visite d'une délégation japonaise conduite par le professeur Tanaka de l'Université de Tokyo, spécialiste mondial de géothermie. « Monsieur Dubois », lui déclara respectueusement le chercheur japonais, « vous avez redécouvert avec vos mains ce que nos ordinateurs mettent des années à calculer. Votre approche empirique complète parfaitement nos recherches théoriques. C'est un honneur de vous rencontrer. » Cette reconnaissance scientifique internationale consacrait définitivement François au rang des innovateurs mondiaux en énergie renouvelable. François profita de cette notoriété internationale pour développer une coopération technique avec des pays en développement où ses méthodes artisanales pouvaient apporter des solutions énergétiques accessibles aux populations rurales. Des projets pilotes furent lancés au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso, adaptant la géothermie de surface aux conditions sahéliennes pour le rafraîchissement passif et la conservation des aliments. Ces applications africaines révélaient de nouveaux potentiels de ces innovations et enrichissaient sa compréhension des phénomènes thermiques souterrains. La terre africaine aussi a ses secrets, observait François après un voyage d'études au Mali. Elle garde la fraîcheur, comme la nôtre, garde la chaleur. C'est le même principe, inversé. Cette universalité climatique de ces découvertes ouvrait des horizons d'application planétaire. Parallèlement à cette expansion géographique, François développait de nouvelles variantes techniques qui enrichissaient constamment son système original. L'introduction de matériaux modernes comme les tubes PVC, les isolants synthétiques ou les capteurs électroniques permettait d'optimiser les performances tout en conservant l'esprit artisanal de l'installation. Cette évolution technologique contrôlée illustrait sa capacité d'adaptation sans compromission de ses principes fondamentaux. L'âge et l'expérience transformaient également François en sage de l'innovation énergétique, consulté par des décideurs politiques et économiques sur les stratégies de développement des énergies alternatives. Ses avis, toujours empreints de bon sens paysan et de philosophie du partage, influençaient discrètement les orientations nationales en matière d'innovation énergétique populaire. Cette évolution vers un rôle de conseiller et d'inspirateur révélait une nouvelle facette de François. Au-delà de l'inventeur technique, il devenait un penseur de l'innovation sociale et de la démocratisation des technologies. Ses réflexions sur l'accès populaire aux solutions énergétiques alternatives anticipaient les débats contemporains sur la transition écologique et la justice énergétique. Malgré cette réussite exceptionnelle et cette reconnaissance internationale, François conservait intacte sa simplicité naturelle et sa fidélité à ses origines vosgiennes. Il continuait à vivre modestement dans sa cabane des bois, dormait toujours dans sa chambre géothermique originale, et recevait ses visiteurs avec la même simplicité chaleureuse qu'au premier jour de sa découverte. Cette authenticité préservée constituait sans doute le secret de sa crédibilité et de son influence durable. Paragraphe 10.
L'héritage de François Dubois dépasse largement le cadre de ses innovations techniques pour s'inscrire dans l'histoire des mouvements d'innovation populaire et de transition énergétique qui caractérisent notre époque contemporaine. 45 ans après sa découverte initiale, les principes qu'il développa empiriquement dans sa cave vosgienne inspirent encore aujourd'hui les architectes écologiques, les autoconstructeurs et tous ceux qui cherchent des solutions énergétiques durables et accessibles. Son approche artisanale et sa philosophie du partage gratuit anticipaient remarquablement les enjeux actuels de démocratisation des technologies vertes et d'autonomie énergétique des territoires. La validation scientifique posthume de ces intuitions s'est révélée spectaculaire avec le développement moderne de la géothermie de surface et des pompes à chaleur géothermique. Les recherches contemporaines confirment que François avait identifié correctement tous les principes physiques fondamentaux de cette technologie, développant par l'observation et l'expérimentation artisanale des solutions que l'industrie moderne redécouvre aujourd'hui avec des moyens considérablement plus sophistiqués. François Dubois était un visionnaire, reconnaît aujourd'hui le docteur Philippe Martin, directeur de l'Institut national de l'énergie solaire. Il a anticipé de plusieurs décennies l'intérêt de la géothermie de surface. L'influence de ces méthodes se retrouve aujourd'hui dans de nombreuses innovations contemporaines. Maisons passives, habitats troglodytiques modernes, systèmes de rafraîchissement géothermique, et même dans certains data centers qui utilisent la fraîcheur naturelle du sol pour refroidir leurs serveurs. Cette diversité d'applications modernes témoigne de l'universalité des principes découverts par François et de leur pertinence croissante dans un contexte de transition énergétique où l'efficacité énergétique devient cruciale. Son approche philosophique de l'innovation, observation de la nature, expérimentation artisanale, partage gratuit des découvertes, inspire également les mouvements contemporains d'innovation ouverte et de technologies appropriées. Les Fab Labs, les communautés de makers et les réseaux de bricoleurs écologiques perpétuent, sans le savoir, l'esprit François Dubois en développant des solutions techniques simples et accessibles pour répondre aux défis environnementaux actuels. La cabane de François, transformée en musée de l'innovation énergétique populaire, accueille encore aujourd'hui des milliers de visiteurs annuels qui viennent découvrir cette chambre géothermique originale, toujours fonctionnelle après plus de 4 décennies d'utilisation. Ce lieu de mémoire technique témoigne de la durabilité exceptionnelle des solutions qu'il développa et inspire de nouvelles générations d'innovateurs en quête d'alternatives énergétiques. Les nombreux disciples de François, formés à ces méthodes dans les années 1980 et 1990, ont essaimé ces techniques dans toute l'Europe et au-delà, créant un réseau informel de praticiens de la géothermie artisanale qui perpétue et enrichit son héritage technique. Ses compagnons François Dubois transmettent non seulement les savoir-faire techniques, mais aussi la philosophie de partage et d'innovation populaire qui caractérisait leur maître. L'impact économique de ces innovations se chiffre aujourd'hui en millions d'euros d'économies énergétiques réalisées par les milliers d'installations directement ou indirectement inspirées de ces découvertes. Cette contribution discrète mais massive à l'efficacité énergétique française illustre comment une innovation populaire peut générer des bénéfices collectifs considérables sans enrichir personnellement son inventeur, fidèle jusqu'au bout à sa philosophie du bien commun. Les défis énergétiques contemporains, réchauffement climatique, épuisement des ressources fossiles, nécessité de la transition énergétique, donnent une actualité renouvelée aux solutions développées par François. Dans un contexte où la sobriété énergétique devient impérative, ces méthodes artisanales et peu coûteuses offrent des alternatives concrètes aux technologies énergétiques sophistiquées mais onéreuses. Son exemple inspire également les politiques publiques actuelles de soutien à l'innovation populaire et à l'appropriation citoyenne des technologies vertes. Les programmes de soutien à l'autoconstruction écologique, les incitations à la géothermie individuelle et les dispositifs d'accompagnement des innovations énergétiques citoyennes s'inscrivent directement dans l'héritage de François Dubois. L'histoire de François nous enseigne finalement que l'innovation véritable naît souvent de la rencontre entre nécessité pratique, observation intelligente et créativité artisanale, indépendamment des moyens financiers ou du niveau de formation académique.
Elle démontre qu'un homme seul, armé de sa seule ingéniosité et de sa détermination, peut révolutionner sa façon de vivre tout en inspirant des milliers d'autres personnes à repenser leur rapport à l'énergie et à l'environnement. Cette leçon d'autonomie, de créativité et de générosité reste plus que jamais d'actualité dans notre époque d'urgence écologique, où chacun est appelé à devenir acteur de la transition énergétique. François Dubois nous rappelle que les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces, que la nature offre gratuitement ce que l'industrie vend cher, et que l'intelligence partagée vaut mieux que la propriété gardée. Son héritage continue d'inspirer tous ceux qui croient qu'un autre rapport à l'énergie est possible, plus respectueux de la planète et plus accessible à tous. L'innovation de François Dubois illustre parfaitement que les révolutions technologiques ne viennent pas toujours des laboratoires sophistiqués, mais parfois de l'observation patiente d'un artisan curieux qui écoute ce que la nature a à lui dire. Dans sa simplicité même, cette histoire nous rappelle que l'intelligence humaine, quand elle s'allie à l'humilité et à la générosité, peut accomplir des merveilles qui transforment durablement la vie des hommes.